qui se joue ici, c'est en fait plusieurs points de désaccord fondamentaux autour de l'amour. D'abord, ce que j'ai dit précédemment, autour de la notion de violence et de souffrance. Évidemment, selon que l'on part du principe que oui, la violence et la souffrance font partie de l'amour, ou alors au contraire qu'on estime qu'ils n'ont rien à voir avec l'amour, eh bien ça change tout. Mais il y a un autre terrain de désaccord fondamental, en plus de celui de la violence et de la souffrance qui se joue, c'est celui de la légitimité. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on se plonge dans la littérature passée, les essais, etc., jusqu'au romantisme au sujet de l'amour, pendant longtemps, pendant des siècles, le seul véritable critère pour reconnaître l'amour chez quelqu'un, c'était les sentiments et l'intensité de ces sentiments. C'est les sentiments et leur intensité qui vont faire que on reconnaît l'amour, et donc le symptôme que ça manifeste. Hein. Voilà, évidemment, cette intensité va se manifester par des symptômes, mais qui sont propres en fait au sujet. C'est sur le sujet uniquement que repose l'amour. L'amour, c'est une affaire en fait très personnelle, entre guillemets. Une personne, un sujet, aime quelqu'un, un objet. Mais cet objet, en quelque sorte, il n'est concerné que par la relation, si relation il y a. Mais les sentiments ne regardent que le sujet, c'est une affaire entre lui et lui. Les sentiments, personne n'est dans son cœur, personne ne peut ressentir à sa place. Et donc seulement ces sentiments, l'intensité de ces sentiments et les symptômes auxquels ça donne lieu peuvent attester de son amour et sont le véritable critère. Le reste, c'est autre chose. Mais avec le temps, et là dans l'époque contemporaine, on ne se contente plus de ça. Ça ne suffit plus. L'amour doit en quelque sorte rendre des comptes. Les sentiments doivent être légitimes, légitimés. Et leur légitimation passe par plusieurs critères. Comment le sujet aime? Qui le sujet aime? Combien de temps le sujet aime? Etc. Et tout ça, en fait, vient pinailler, contester, remettre en question l'amour, les sentiments du sujet. Ce qui est assez fort quand même, parce que on n'est pas dans le cœur de quelqu'un, mais sous prétexte que on considère qu'il n'aime pas la bonne personne, ou qu'il n'aime pas la personne de la bonne façon, qu'il n'a pas la bonne attitude, eh bien, on va lui contester ses sentiments. On va dire, ce n'est pas de l'amour que tu ressens. C'est pas de l'amour, ça. Ce n'est pas de l'amour. Donc les sentiments passent quasiment au dernier plan. On ne se fie plus aux sentiments. On se fie quasiment davantage, en fait, au comportement envers l'objet et à la nature de cet objet. Est-ce que c'est légitime d'aimer cette personne? Est-ce que tu as raison, en fait, d'aimer comme tu aimes et d'aimer qui tu aimes? Une des manifestations de ça, ça peut être un ami ou quelqu'un qui vous fait la morale sur vos sentiments envers quelqu'un et qui essaie donc de vous raisonner. Hein, vous voyez, raisonner, raison, amour. Hein, déjà, il y a un problème. Et qui vous dit, mais enfin, voyons, regarde, t'es pas amoureux. Tes sentiments, là, ils reposent sur rien. Ça repose sur rien, tout ça. Tu ne la connais pas. Tu la connais pas assez. T'as pas vécu avec elle. T'as pas couché avec elle. Tu peux pas savoir comment c'est le sexe avec elle. Mais tes sentiments ne reposent sur rien. Ça, c'est un truc qu'on entend. Tes sentiments ne reposent sur rien. Elle est terrible, cette phrase. Tes sentiments ne reposent sur rien. Mais les sentiments, ce n'est pas rien. Donc vous voyez un petit peu le délire incroyable de logique dans lequel on est tombé. L'amour doit rendre des comptes. Les sentiments doivent rendre des comptes. L'existence des sentiments par eux-mêmes ne fait plus foi, ne suffit plus. Il faut que ces sentiments reposent sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est très concret, encore une fois. Compatibilité, points communs, avoir passé du temps ensemble, avoir un peu testé la personne, etc. Bref, il faut vraiment avoir une espèce de fiche technique bien remplie, des critères bien cochés, et là, effectivement, les sentiments reposeront sur quelque chose. Alors, des sentiments qui reposent peut-être sur rien, au sens rien de concret, d'accord? Mais ça reste des sentiments. Et ça restera un mystère qu'il faut accepter, mais ça, justement, c'est inacceptable pour surtout l'époque sceptique dans laquelle on est. Mais les sentiments ne reposent peut-être sur rien, mais l'important, c'est qu'ils sont là. Ces sentiments sont là. Et eux, ils ne sont pas rien. Ils créent ce quelque chose. Et ils reposent forcément sur quelque chose qui est peut-être du coup intangible, impalpable, irrationnel, illogique, etc. Mais en tout cas, il y a forcément quelque chose qui s'est passé, qui s'est déclenché. Il ne suffit donc pas d'éprouver les sentiments. Il faut en plus prouver qu'on a eu raison de les éprouver. Et qu'on a raison de vouloir la personne. Et si en plus il y a réciprocité, c'est une légitimité de plus. Et si en plus dans cette réciprocité, on considère qu'il y a la bonne dose d'échange, de partage, de bonheur, est-ce que l'autre te rend heureux, est-ce que tu rends heureux l'autre, enfin bref, toutes sortes de critères comme ça finalement, qui ont quitté le domaine strict de l'amour, là on est dans le relationnel déjà, on est dans le moment où la relation se concrétise, et bien là, on va valider l'amour. Donc en fait, l'amour doit passer par l'objet, et doit passer idéalement par une relation à l'objet, pour être légitimé et validé de nos jours. Voilà, c'est une espèce de test, on a plein de critères à remplir,
et là seulement on vous reconnaîtra peut-être l'amour en vous, que vous êtes amoureux. Si ces critères-là ne sont pas satisfaits, eh bien d'une façon assez radicale, on va vous contester la notion d'amour. On va dire mais tu n'es pas amoureux, c'est de l'obsession, tu es obsédé. Non, tu n'es pas amoureux, tu es juste attaché. Non, tu n'es pas amoureux, tu ressens juste du désir. Voilà, on va réduire vos sentiments à pas grand-chose parce que vous n'avez pas satisfait à un certain nombre de critères. Eh bien moi, cette approche des choses, je la trouve complètement hors de propos. Et d'ailleurs, au passage, quand on lit tous les traités, tout ce qui a été écrit sur l'amour, jusqu'à une période encore récente, hein, jusqu'à chez Barthes, etc., tout cela n'est pas du tout pris en compte, puisque l'amour, c'est l'amour. Encore une fois, il ne faut pas confondre l'amour et la relation. La relation, c'est la concrétisation à deux d'un amour réciproque, mais on entre dans une autre dimension là. Mais l'amour dans le cœur de l'un et l'amour dans le cœur de l'autre, ça reste l'amour, c'est une expérience finalement très solitaire, très individuelle. Donc bien sûr qu'idéalement, on veut être avec l'autre et on veut vivre ça dans une relation, concrétiser tout ça. Mais la relation, c'est encore autre chose. Ça ne dit rien des sentiments que vous avez, de leur intensité. On peut être quelqu'un qui a des sentiments réels et même des sentiments très forts, mais s'avérer pas très doué dans le cadre du couple pour les expérimenter, les concrétiser. Et on peut être quelqu'un au contraire qui est un bon partenaire, qui sait gérer un couple, mais qui n'a pas vraiment de sentiments. Moins, peu, voire pas du tout. Il est là le truc. Donc tout ça, c'est un peu tout confondre. Là, on parle d'amour. Et donc, les gens se voient contester le fait d'être amoureux parce qu'on trouve qu'ils n'ont pas satisfait à certains critères dans la réalité ou dans la concrétisation de la relation. Mais tout ça, ça n'a presque rien à voir. C'est de quel droit on conteste ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Donc moi, je fais partie effectivement de l'école, alors appelez-la idéaliste ou alors romantique, j'en sais rien, enfin en tout cas, de toute façon, celle qui a... Mais il n'est même pas question de réfléchir quasiment autrement dans les traités qui ont été écrits pendant des siècles. C'est hyper récent, c'est hyper nouveau tout ça, là, ce qui se passe aujourd'hui. Et clairement, c'est un recul du sentiment. On fait passer le sentiment quasiment en dernier. On va beaucoup plus être enclin aujourd'hui à reconnaître l'amour à quelqu'un qui pourtant n'a peut-être pas tant de sentiments que ça, voire même n'a pas du tout de passion, rien. Mais on trouve que le couple fonctionne, qu'ils vont bien ensemble, qu'il y a une compatibilité. Donc en fait, des critères très rationnels. Mais là, ça satisfait tout le monde et on va dire ah oui, ça aime vraiment, ça c'est de l'amour. Ah ouais, t'as vu, 10 ans qu'ils sont ensemble, 10 ans que ça fonctionne bien, et puis ils ont vraiment les mêmes goûts, puis machin, etc. Alors que quelqu'un qui aura vécu une relation assez courte mais intense, et voilà, avec des sentiments très forts, qui est encore amoureux aujourd'hui, eh bien là, non, on va lui dire mais non, c'est pas de l'amour, ça c'est de l'obsession et tout, mais non, non, c'est pas ça l'amour. Bah, n'empêche que les sentiments sont là, il ressent ce qu'il ressent, des choses très intenses que l'autre qui est peut-être en couple ne ressent pas. Mais non, tout cela, ça ne compte pas. Voilà quelle est la façon de réfléchir d'aujourd'hui, et qui n'est pas la mienne personnellement. Comme le dit très bien Roland Barthes dans Fragment d'un discours amoureux, parmi les passages que je préfère, il dit qu'aujourd'hui le sentiment est devenu obscène. Aujourd'hui le sentiment est plus obscène que la sexualité. On peut parler très librement de sexualité, ça ne choque personne, voire même ça amuse, ça plaît, ou c'est très bien vu, mais le sentiment, là, on entre dans l'obscène, faut pas en parler. Ou alors quand on en parle, ça choque, ça paraît bizarre, c'est étrange, oh là là, c'est malsain. Mise en application de ce phénomène, aujourd'hui, la notion de plan cul, avoir une relation physique avec quelqu'un que l'on ne connaît pas, qu'on a rencontré le soir même, ou alors il y a 2-3 jours, quelques jours, ça ne choque personne. Les gens adhèrent plus ou moins, sont d'accord ou pas de le faire, mais en tout cas, c'est admis dans les mœurs, ça semble normal. Mais quelqu'un qui va dire je t'aime un peu trop tôt dans une relation, alors là, c'est le drame. On a tous vu ce poncif dans les séries, d'ailleurs ça vient beaucoup des séries américaines, hein, les mœurs très américaines, hein, les sitcoms, tout ça. Le fameux je t'aime sorti trop vite. Ça fait des semaines, voire des mois qu'ils baisent. Parfois même, ils vivent déjà ensemble. Et là, il y en a un, oh là là, malheur à lui, hein, dans un moment d'extase ou de laisser-aller, qui dit je t'aime. Et là, c'est le drame pendant l'épisode, c'est le malaise, ils n'osent plus se regarder dans les yeux. Il regrette, mon Dieu, elle va me quitter, il va me quitter parce que j'ai dit je t'aime. On en est là. On en est là. Ils ont fait les pires saloperies ensemble. Ils forment un couple, et qui ne veut pas dire son nom, et où le mot je t'aime est devenu tabou, est devenu obscène. Il n'y a pas eu de problème pour forniquer, mais il y a tout un enjeu énorme, une hantise de psychose mise sur le je t'aime. Donc, application concrète de ce que dit Barthes, le sentiment est devenu obscène, et même plus obscène que la sexualité. Voilà, on en est là. Et donc les personnes qui nourrissent des sentiments forts, voire très forts, inquiètent, font peur, semblent toxiques, psychopathes, et on va beaucoup plus être enclin à reconnaître les sentiments là où pourtant parfois ils ne sont pas, chez des gens très posés, rationnels, où ça fonctionne sur des critères beaucoup plus pragmatiques.
Est-ce qu'ils vont bien ensemble? Ah oui, il a raison d'être avec elle. Ça, c'est de l'amour, tu vois. Il y a une compatibilité entre eux, il y a une entente, ils se font du bien. Ah oui, c'est parfait, ça, c'est de l'amour et tout. On est limite dans l'idée, tellement intégré que les sentiments sont censés mettre du temps à venir, qu'on va trouver ça normal que les sentiments n'arrivent que lorsqu'il y a relation. Il y a beaucoup aujourd'hui de coachs spécialisés dans l'amour qui affirment que tout ce qui précède la relation n'est pas de l'amour, mais seulement de la passion ou de l'attraction, de l'attirance. Et que l'amour ne peut venir qu'avec le temps et qu'avec des années de relation. Donc, selon les bons critères de ces messieurs-dames, des personnes comme Dante, comme Pétrarque, n'ont pas été amoureuses. Ce n'est pas de l'amour. Celle-là, fallait l'oser. Pétrarque et Dante n'ont pas été amoureux. Pétrarque n'a pas été amoureux de l'or. Pétrarque n'a été qu'un obsédé, bien sûr, voilà, qui s'est monté la tête. Bien sûr, il a passé sa vie à écrire des poèmes sur une femme dont il n'a pas été amoureux. Alors ça a pinaillé. Oui, mais non, mais il n'a pas été amoureux de Laure de Neuve, parce qu'après tout, il ne la connaissait pas, il n'a pas vécu avec elle, donc il a été amoureux d'une idée de Laure, etc. Mais attendez, encore une fois, là, on pinaille. Là, on est encore en train de faire dans la légitimité. Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est machin? Le fait est que Pétrarque était amoureux de cette femme. On peut difficilement le contester. Des centaines de poèmes en attestent. Qu'est-ce qu'on peut voir de mieux comme témoignage qu'un mec qui a passé sa vie fixé sur cette femme et à écrire pour elle? Là, on parle de l'œuvre d'une vie. C'est quand même dans le genre pas mal. Je pense qu'il a fait ses preuves. Et qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils avaient vraiment des points communs? Qu'ils étaient compatibles? Ah, ils n'ont pas fait la vaisselle ensemble. LOL. Le seul intérêt là-dedans, ce qui fait l'amour, c'est que, manifestement, voir cette femme, la connaître et penser à elle, déclenchait tous les sentiments que cet homme a décrits, et d'une telle intensité qu'il a passé sa vie à penser à elle et à écrire sur elle les poèmes que l'on connaît. On s'en fiche de qui elle était vraiment. On s'en fiche de si elle méritait un tel amour, si elle avait vraiment les qualités qui s'y prêtaient et il ne la connaissait pas et comment il pouvait savoir, etc. On s'en fiche. Et d'ailleurs, mieux vaut s'en foutre. Parce que, spoiler direct, aucun être humain, je pense, ayant vécu, n'a vraiment mérité les sentiments immenses dont un autre être humain peut être capable envers lui. C'est énorme le potentiel de passion et d'amour dont un être humain est capable. Et je pense que cela dépasse largement ce que peut mériter ou valoir l'être humain qui en est l'objet, quel qu'il soit, même le meilleur au monde. Vision un peu pessimiste et misanthrope, je le reconnais, mais c'est pour dire qu'encore une fois, on s'en fout, on ne s'en sortira jamais si on est là en train de dire alors est-ce qu'il méritait, est-ce qu'il avait la valeur effectivement qu'il lui prêtait, est-ce que c'était justifié? C'est pas la question. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait au passage que la fameuse réponse de mauvaise foi, là, souvent employée quand on fout un râteau à quelqu'un, non mais tu sais, en fait je te mérite pas, ou alors tu sais tu mérites tellement mieux, c'est complètement hors de propos. Il n'est pas venu vous demander ce que vous méritez ou ce que lui mérite. Il vient vous exprimer un sentiment et il vient vous dire qu'il vous veut, vous. C'est vous qu'il veut. Pas tant qu'il mérite ou que vous méritez, mais c'est vous qu'il veut. Et donc ce n'est pas une réponse du tout. Ce n'est une réponse à la rigueur valable que, encore une fois, dans une optique hors de la passion, hors de l'amour rationnel. Effectivement, si on se rencontre en mode matrimonial, bah écoute, je pense que tu mérites mieux parce que je vois que tu gagnes beaucoup d'argent, moi j'en gagne pas beaucoup, donc tu mérites comme quelqu'un qui a le niveau en face de toi, ouais, puis tu mérites ça et ça. Là, oui, d'accord, mais c'est pas comme ça que ça se passe, on est dans le monde de l'amour. Qu'est-ce que tu vas me parler de ce que je mérite ou de ce que tu mérites? Je t'aime, c'est toi que je veux, point, voilà. Tu me veux pas, mais moi en tout cas, c'est toi que je veux. Indépendamment de ce que tu mérites ou de ce que je peux mériter, c'est toi dont j'ai envie. Donc, pour revenir à Pétrarque, le fait est qu'il était amoureux, il était en état amoureux. Et cet état amoureux était provoqué par la vision et la pensée de cette femme. Oui, mais si ce n'est que la vision, la pensée, il ne savait pas qui elle était vraiment, donc ce n'est pas vraiment elle qui le rendait amoureux. Mais c'était elle, puisque c'était son apparence physique, c'était son attitude, c'était la personne qu'elle était, même s'il ne la connaissait pas en profondeur. Même s'il ne l'a pas eue. Le fait de l'avoir eue n'est pas un critère. Et donc, ça se passe du consentement de l'autre. Le consentement de l'autre, il est nécessaire pour avoir une relation physique et il est nécessaire pour avoir une relation de couple. Un couple, ça peut exister sans amour. Et Dieu sait qu'il en existe des couples sans amour. Oh là là, et qui croient peut-être aimer, j'en sais rien, mais en tout cas, des couples sans amour, ça, il y en a toujours existé. Puisque pour faire un couple fonctionnel, il faut effectivement des points communs, un mode de vie compatible, avoir un projet semblable, etc., fonctionner sexuellement, bref, il y a plein de choses. Mais en fait, finalement, où les sentiments peuvent parfois passer au dernier plan. C'est une complicité qu'il faut.
Dante a été amoureux de Béatrice et Pétrarque a été amoureux de Laure. Cette notion de légitimité des sentiments, elle va tellement loin que, de nos jours, quand quelqu'un va se faire larguer, va subir une rupture avec la personne qu'il aime, on va lui dire « mais ce n'était pas la bonne. Pourquoi tu t'accroches? Tu n'as aucune raison d'être amoureux, ce n'est pas de l'amour que tu ressens, c'est de l'attachement, de l'obsession. Puisque vous avez rompu, c'est la preuve que ce n'était pas la bonne. » Les gens, décidément, ont vraiment une confiance aveugle en la pérennité d'une relation, font vraiment un amalgame extrêmement fusionnel et étroit entre amour sincère, profond, réel et relation qui ne peut que fonctionner. On a l'impression que les gens ne comprennent pas que malheureusement, et d'ailleurs c'est bien plus souvent qu'on ne croit, un amour très profond ne va pas forcément permettre ou être suivi d'une relation qui fonctionne, et inversement, qu'une relation qui fonctionne n'est pas toujours celle qui repose sur le plus grand amour. Et moi j'ai même envie de dire que c'est plutôt symétriquement opposé. Je pense qu'on a plus de chances de faire un couple stable entre guillemets ou fonctionnel sur des critères très pragmatiques, mais où l'amour est écarté, et qu'en revanche il peut être difficile de mener une relation concrète dans la réalité, dans le temps, avec l'amour-passion, qui s'exprime dans un autre registre, qui reste presque encore à inventer ou à réinventer aujourd'hui. Mais donc, cet amalgame, il est terrible, puisqu'on va dire à quelqu'un qui a pourtant la conviction en lui profondément, et peut-être parfois, voire souvent fondée, que cette personne, c'est elle qu'il aimera pour toujours le plus, que c'est la personne, il ne peut pas aimer quelqu'un plus qu'il ne l'aime elle, mais juste parce qu'il y a eu rupture, ou échec de relation, voire même pas du tout de relation, on va lui dire, mais ce n'était pas la bonne. Mais de quel droit? De quel droit ils disent ça? C'est lui qui peut savoir si c'est la bonne. Peut-être qu'il rencontrera quelqu'un de mieux, prouvant que ce n'était pas la bonne. Mais peut-être qu'il ne retrouvera jamais cette ampleur de sentiment. Et cela alors même que peut-être il arrivera à se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, mais avec qui il n'y aura pas ces sentiments-là, avec qui ce ne sera pas cette passion. Alors, qui est la personne de sa vie, entre guillemets, dans l'histoire? Il y a une personne de sa vie sur le plan concret, pragmatique, relationnel, et il y a une personne de sa vie dans les sentiments. Mais en termes d'amour-passion, c'était la bonne, la personne qu'il aimait le plus. C'était elle la bonne. C'était elle qui lui déclenchait tous ces sentiments intenses qu'il n'a jamais retrouvés. Donc c'était la bonne. La relation n'a rien à voir là-dedans. Si il arrive à avoir une relation tout court, ou alors une relation durable avec la personne qui est la bonne en termes de sentiments, de passion, tant mieux, magnifique, scénario idéal. Mais s'il n'y arrive pas, ce n'en est pas moins la bonne. On peut considérer que pour Dante, qui ne l'a jamais eue, Béatrice, c'était la bonne. On peut considérer que pour Pétrarque, qui ne l'a jamais eue, Laure, c'était la bonne. Et comme ça, on peut déployer les exemples. J'estime qu'on a trouvé la bonne personne dès l'instant où c'est la personne qui est en mesure de nous déclencher des sentiments d'une telle force, d'une telle intensité, puisque tout le monde n'y arrive pas. Donc la preuve que cette personne-là est spéciale pour nous. Et il n'y a pas besoin d'avoir coché tant de critères de points communs, d'avoir fait un emprunt ensemble, d'avoir la maison, de s'être marié, d'avoir une relation, ou d'avoir même cette réciprocité, que pourtant évidemment on souhaite, pour prouver, attention, aux gens, aux sceptiques, aux arbitres de l'amour, attention que c'était la bonne. C'était la bonne dès l'instant où ses sentiments se sont réveillés. C'était la bonne personne pour les réveiller puisqu'ils se sont réveillés à son contact. Alors bien sûr, cette attention donnée à la conduite de l'amoureux envers l'objet, ce n'est pas complètement nouveau. C'est même très ancien. C'est au cœur de la courtoisie, la cortésia, l'amour courtois, qui est rempli de codes, de principes, de valeurs quant à la conduite du chevalier ou de l'amoureux, de l'amant, envers la femme aimée. Évidemment, bien sûr. Mais là encore, ce code de conduite courtois, qui est passionnant, qui est extraordinaire et que j'adore, qui me passionne moi, il concerne la relation. Il concerne le comportement du sujet envers l'objet. Il ne s'agit plus seulement là des sentiments qui ne regardent que le sujet et lui-même. Et bien sûr qu'il éprouve pour l'objet, mais il n'a pas besoin du consentement ou de la connaissance de l'objet sur ses sentiments pour qu'ils existent. Lancelot n'a pas besoin que Guenièvre connaisse ses sentiments pour être amoureux. Il n'a pas besoin d'être en couple ou de consommer avec Guenièvre pour être amoureux. Lancelot est amoureux dès l'instant où il a des sentiments pour Guenièvre. Alors,
Ensuite, évidemment, ces sentiments vont s'accompagner d'un certain nombre de symptômes qui attestent de son amour et, encore mieux, vont déteindre sur son comportement selon la noblesse dont il fait preuve. Et comme Lancelot est un personnage noble, évidemment, cela prend une forme extrêmement valeureuse. Mais ça, du coup, ça trahit plus la personnalité de l'amoureux en question. Tel je suis, tel je vais aimer. Donc, ça ne change rien aux sentiments eux-mêmes, mais plutôt la façon dont ils vont se manifester. C'est là que la personnalité va déteindre. Mais il est amoureux. Il est amoureux. Et l'interaction avec la dame, hein, donc celle qu'on appelle la dame, hein, c'est le joli nom donné à l'objet dans l'amour courtois, la dame, on entre là dans une seconde étape, qui est celle de la relation, où effectivement, là, on essaie de plaire à la dame, on essaie de la conquérir, de la séduire, de la mériter. Hein, parce que, évidemment, l'amour courtois repose beaucoup sur la notion de mériter l'amour de la dame et de le gagner. D'ailleurs, cette mentalité, toujours assez présente dans l'inconscient collectif, fait du tort, hein, il faut bien le reconnaître, hein, puisque, par exemple, elle inspire beaucoup le ressentiment observé chez des communautés comme les incels, hein, les involuntary celibates, qui font tristement parler d'eux par leur misogynie, par leur rancœur, leur ressentiment extrêmement violent envers les femmes. Les incels, ils ne sont pas arrivés tout seuls, et quand on y pense, ils sont le pur produit de notre époque, associés aux idées qu'ont fait infuser toutes les précédentes. Les incels sont d'une époque où le sentiment n'a plus aucune valeur par lui-même. Être amoureux ne suffit pas pour que vos sentiments soient légitimes. La pression aujourd'hui pour être en couple est énorme. Il faut être en couple, en relation, avoir la reconnaissance de ses sentiments par autrui pour qu'ils soient valables. Donc la pression est énorme pour être en couple. Et on peut ajouter à cela évidemment la frustration sexuelle, la frustration de la solitude, qui a donné en fait naissance au terme misère sexuelle, qui a toujours existé, mais qui aujourd'hui est devenue en fait une notion hyper concrète. On a créé de la misère sexuelle et affective, puisqu'on n'arrête pas de zoomer, de focaliser sur la richesse sexuelle et affective. Ceux qui en ont beaucoup, ceux qui en débordent. Et donc par opposition, on crée une misère, et il y a une paupérisation en plus en la matière par rapport à une notion d'offre et de demande. Bon, je n'aime pas du tout cet auteur, hein, mais là je suis obligé de citer Michel Houellebecq et son livre Extension du domaine de la lutte, où il expose dans les mêmes termes quasiment cette idée, hein, cette théorie. Hein. C'est pas lui forcément qui l'a inventé, parce qu'il suffit en fait d'observer, c'est du bon sens quand on regarde notre époque. Mais en tout cas, c'est lui vraiment qui est un de ceux qui l'a mieux décrit dans l'extension de domaine de la lutte. Justement, l'extension de domaine de la lutte, c'est plus seulement la lutte des classes ou la lutte économique dans le marché du travail, etc. C'est aussi la lutte sur le marché sexuel et sentimental, où il y a des pauvres et des riches qui s'opposent. Il y a un cocktail funeste qui se forme entre l'idéal courtois, qui est présent dans notre inconscient collectif, et cette notion de légitimité et cette approche rationnelle de la relation amoureuse. Ces deux notions, en se rencontrant, impriment l'idée que l'amour peut se gagner, peut se mériter, les sentiments peuvent, voire doivent se légitimer par une bonne conduite, une bonne attitude et par, évidemment, l'approbation, la réciprocité, le consentement d'autrui. S'ajoute à cela l'idée maîtresse et l'obsession pour la compatibilité. La compatibilité comme légitimation suprême. Vous devez d'abord être compatible. Si vous êtes compatible, vous avez le droit d'y aller. Si vous n'êtes pas compatible, vous êtes censé abandonner dès le départ. Voilà, on est censé aimer et se faire logiquement aimer de quelqu'un avec qui on a une compatibilité. Ce qui est encore révélateur du glissement de terrain qu'il y a eu, puisque la compatibilité ne concerne qu'une relation. Une compatibilité ne fait qu'attester que vous êtes bien conçus pour vivre ensemble, peut-être de bons colocs, vivre bien sous le même toit, avoir le même mode de vie. Mais à quel moment la compatibilité implique les sentiments amoureux, la passion? Donc, sous-entendu, funeste sophisme, mais si on est si compatible que ça, si on a tellement en commun, comment on peut ne pas s'aimer? Comment tu peux ne pas m'aimer? C'est impossible, on a tellement en commun. Ça ne peut que être l'amour entre nous. De nos jours, et les applications de rencontres, les sites de rencontres vont complètement dans ce sens-là, et les relations telles qu'on les observe. D'abord, le désir, donc quelque chose de purement physique. Ensuite, on voit si on est compatible, si on a les mêmes goûts, si on se ressemble, si on est pareil. Et enfin, une fois qu'on a sécurisé le périmètre, ouais, c'est bien, la baise ensemble, c'est cool, ouais, ça va, on a des points communs, on se ressemble. Là, l'amour
Hein, le véritable amour, bien sûr, le vrai. Hein. Attention, on ne parle pas des obsessions, des coups de foudre adolescents, voilà, les trucs d'obsédés, là, les trucs de psychopathes. Non, non, on parle du véritable amour. Attention, hein, l'amour des gens bien matures, les adultes, hein, les vrais. Eh bien là, l'amour peut s'installer. Après des semaines, des mois, voire des années, enfin le fameux je t'aime peut tomber. D'abord, on sécurise complètement la relation, on se rassure sur tous les faits pragmatiques et concrets, donc c'est extrêmement intéressé et rationnel tout ça. Et à la fin est censé découler de cette rationalité éventuellement des sentiments qui vont émerger. On peut très bien retourner le couteau. On reproche aux gens passionnés de trop s'enflammer, d'avoir des sentiments trop tôt, trop vite, qui ne reposeraient soi-disant sur rien, et rien de rationnel. Mais enfin là, on a affaire à des sentiments qui reposent sur un surrationnel, sur des sentiments qui reposent sur un concret quasiment trivial. En fait, des sentiments qui ne viennent pas du cœur, qui viennent de la tête et de l'habitude. De l'habitude. Je me suis habitué à toi, j'ai fini par créer une dépendance que j'accepte, donc en plus il y a acceptation de la dépendance, on est complètement dans le contrôle jusqu'au bout. J'ai validé tous les critères que je voulais, tu me satisfais sexuellement, tu corresponds à mon mode de vie, à ma mentalité, tout ça, tout est coché, c'est bon, on peut y aller ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Où est l'amour là-dedans? Où est la spontanéité? Où sont les élans du cœur? Alors du coup, ces hommes ne comprennent absolument rien quand ils se font rejeter et conduire, friendzoner, par la personne qu'ils aiment et par rapport à laquelle ils ont essayé de légitimer leurs sentiments et bien sûr de les communiquer et de les rendre réciproques par une conduite irréprochable, qu'ils estiment irréprochable, chevaleresque, serviable, etc. On connaît le système, hein, voilà, évidemment, de jouer un peu le meilleur ami, le chevalier servant. Attitude qui conduit très souvent, voire systématiquement, à un friendzonage, à être rangé dans la mauvaise case. Et ils voient des personnes qui n'ont pas forcément une conduite qu'ils estiment être aussi irréprochable et positive, décrocher la femme qu'ils aiment. Sentiment d'injustice, de frustration terrible, ressentiment et toutes les choses tragiques qui s'en suivent. Donc il ne s'agit surtout pas de cautionner ou d'excuser les incels, qui sont de belles ordures, mais de comprendre en quoi ils sont bien le produit d'une époque et d'une certaine façon d'approcher la sentimentalité et l'amour, les relations. Et on est dans un monde, dans une société qui ne donne plus aucune valeur au sentiment en lui-même, et du coup le sentiment est obligé d'aller chercher à l'extérieur sa validation, sa reconnaissance et sa légitimité. Et cet extérieur ne peut être évidemment que l'objet aimé, et cet objet aimé, bien malheureusement, a des chances, bien souvent, de ne pas partager ce sentiment, et donc de ne pas lui apporter la reconnaissance, la validation attendue. Sans compter bien sûr l'affection, la tendresse, la sexualité qui était espérée. Donc frustration énorme, mais solitude énorme, parce qu'on n'a pas préparé en fait finalement à la solitude du sentiment amoureux, qui fait à la fois une forme de faiblesse, de tragédie, parce que c'est vrai que c'est triste cette solitude, et en même temps sa force, parce qu'il n'a pas besoin que l'autre nous valide. On est amoureux, point, et ce n'est pas à toi de me dire si je suis amoureux de toi ou pas, si j'ai le droit d'être amoureux de toi ou pas, si j'ai raison, etc. Non, ça c'est pour les relations, on a besoin du consentement, mais pour les sentiments, on n'a pas besoin du consentement, et heureusement, on peut aimer qui on veut, notre cœur est libre d'aimer qui il veut, et il va pas demander la permission, il va aimer, point. Les sentiments n'en font qu'à leur tête. Les sentiments font ce qu'ils veulent, les sentiments sont immaîtrisables, sont irrationnels. Donc, ils s'en fichent d'avoir des points communs, des ressemblances, des bonnes raisons d'aimer un tel ou une telle, etc. Ils sont là. Et c'est pareil dans l'autre sens. Quelqu'un pourra faire tout ce qu'il y a de plus gentil pour vous, entreprendre les plus belles choses, se lancer comme ça dans une quête courtoise de votre cœur. S'il n'y a pas attirance, s'il n'y a pas quelque chose, des sentiments, eh bien il ne se passera rien, ça ne prendra pas. On met du rationnel partout. Donc le problème du rationnel, c'est qu'il est attaquable, puisqu'on est dans le monde de la logique. Donc, puisqu'on est dans le monde de 2 et 2 font 4, forcément, quand 2 et 2 font 5 ou 2 et 2 font 3, eh bien, il y a contestation et protestation possible. Et finalement, du coup, c'est ce dont se servent les rejetés dans l'histoire. Mais attendez, vous m'aviez dit que 2 et 2 font 4. Moi, j'ai fait 2, en face, il y avait un 2, pourquoi ça fait pas 4? Parce qu'on est dans le monde des sentiments, dans le monde des affinités électives, pour reprendre l'expression de Goethe dans son roman. Les affinités électives. Les sentiments n'en font qu'à leur tête. Les sentiments ne s'infléchissent pas, ne se gagnent pas, ne se méritent malheureusement pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est capricieux les sentiments, c'est arbitraire, et c'est toute leur injustice et en même temps leur beauté. Mais il y a pire pour achever le tout. Histoire de rendre tout ça encore
plus néfaste, encore plus piégeux, la société fait des promesses qu'elle ne peut pas tenir. Non seulement il y a une pression énorme sur le couple, non seulement il y a une obsession de la légitimation, entre autres par la compatibilité, par la relation, mais en plus il y a des promesses. On est dans une société où on n'arrête pas d'entendre, non seulement mettez-vous en couple, soyez heureux en amour, trouvez quelqu'un, ayez une sexualité épanouie, mais en plus on prétend que tout le monde la mérite et que tout le monde y aura le droit. Tu as le droit au bonheur, tu as le droit à l'amour toi aussi, tout le monde y a le droit, tout le monde peut l'avoir. Or c'est un autre mensonge funeste. Malheureusement, il n'y a pas de droit à l'amour, il n'y a pas de droit à la sexualité. On aimerait bien, ce serait beau, mais non. Rien ne peut garantir ces droits-là, donc ils ne peuvent pas exister, et ce ne sont pas des droits. Mais on les présente comme tels, comme un droit au bonheur. Et les personnes, quand on leur promet un droit, forcément, elles veulent que la promesse soit tenue. Et elles y tiennent, et si la promesse n'est pas tenue, elles se sentent arnaquées, flouées, victimes. Et là, le ressentiment refait son retour. Et donc, on obtient à nouveau des gens comme les incels, une fois de plus. Ces contes de fées, toutes ces promesses énormes qu'on tend à la société, aux gens, et qui ne peuvent pas être tenues, qui ne sont pas tenues, parce que la triste vérité, l'horrible vérité, c'est que tout le monde ne rencontrera pas l'amour. Tout le monde ne rencontrera pas l'épanouissement sentimental et ou sexuel. Certains ne sont pas faits pour le connaître, certains finiront seuls. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Et pire encore, ce n'est même pas une question de mérite. Ce n'est même pas une question de mérite. Certains qui ne le méritent peut-être pas seront gâtés dans le domaine. Certains qui le méritaient peut-être finiront seuls. Mais comme on a voulu mettre du rationnel là-dedans et qu'on a confondu relation et sentiment, que les sentiments n'ont d'existence que dans la relation et que la relation atteste des sentiments, eh bien il y a un enjeu énorme sur la relation et il y a une incompréhension totale sur le fait que de grands sentiments ne puissent pas aboutir à une grande relation. Ils ne comprennent pas la logique, les gars, le lien que vous avez fait. Comment je peux être aussi irréprochable, avoir si bien légitimé mes sentiments et avoir des sentiments si forts qui n'aboutissent pas à la relation, puisqu'on est dans le monde de la logique. Et qu'en plus, on m'a promis cet amour depuis toujours, et qu'on m'a dit que je le méritais. Et que même la personne qui m'a rejeté m'a dit que j'étais quelqu'un de génial, qui méritait de trouver l'amour et le bonheur. Et parce qu'il n'y a jamais eu de logique dans tout ça, et qu'on a un tort énorme d'y avoir sous-entendu de la logique. Parce que du coup, les personnes qui prennent cette logique au pied de la lettre, bien, sont désemparées quand elle ne s'applique pas. Parce qu'elle ne peut pas s'appliquer, parce qu'elle n'existe pas dans ce monde-là. Parce qu'on est dans le monde de l'arbitraire, de l'irrationnel, de l'illogique par excellence, le monde de l'amour et des sentiments. Un monde complètement fou, un monde dingue où tout peut arriver, où on peut tomber amoureux de quelqu'un de plus âgé, de plus jeune, de quelqu'un de proche, de sa famille, de la compagne de son père. Un monde où on peut tomber amoureux de sa sœur, comme Chateaubriand, ce qu'il relatera de façon plus ou moins autobiographique dans René. Un monde où on peut tomber amoureux de la fille de sa propre compagne, alors que ce n'est encore qu'une enfant, Lolita Nabokov. Un monde où les religieuses et les dévotes tombent amoureuses de libertins cyniques. Un monde où les libertins cyniques tombent finalement amoureux de religieuses et de dévotes. Un monde où on peut tomber amoureux de la fille de ses pires ennemis, Roméo et Juliette. Un monde où on peut tomber amoureux d'une œuvre d'art, le mythe de Galatée et Pygmalion. Pygmalion tombe amoureux de sa propre sculpture. La Gradiva de Jensen, qui a été commentée par Freud, où l'archéologue tombe amoureux d'un bas-relief. Un monde où on peut tomber amoureuse du fils de son mari, Phèdre avec Hippolyte, chez Racine. Un monde où on peut tomber amoureux d'un objet, même juste d'un parfum, et un seul parfum peut devenir la quête d'une vie. Un monde où une enfant que l'on a recueillie par charité, par générosité, quand elle était encore toute petite, eh bien, même en l'ayant élevée, même en devenant son père d'adoption, eh bien, on est profondément amoureux d'elle. Jean Valjean dans Les Misérables avec Cosette. Un monde où alors qu'on est un prêtre, qu'on a juré fidélité et amour à Dieu, tout ça en toute sincérité, eh bien, on finit par tomber amoureux, comme la religieuse portugaise, les lettres d'une religieuse portugaise. Notre-Dame de Paris, Frollo. La faute de l'abbé Mouret, Émile Zola. Un monde où alors que sur le papier, quelqu'un a tout pour nous correspondre, tout correspond, on s'entend bien, on a des points communs, on est compatible, on a les mêmes projets de vie, tout colle. Et bien pourtant, rien à faire, les sentiments ne sont pas là, la passion n'est pas là, et on tombe amoureux de la personne qui est la plus opposée à nous, qui n'a rien à voir avec nous, qu'on est presque pas loin de mépriser ou de haïr profondément, le fameux Odi et amo, si cher aux élégiaques latins, aux auteurs latins, j'aime et je hais à la fois, Odi et amo. Et pourtant, l'attirance, les sentiments
la passion sont les plus forts, et c'est cette personne-là qui n'a rien à voir avec nous, qui est à l'opposé de notre univers, de nos valeurs et de nos projets que l'on veut. Bref, ce monde-là, la littérature, depuis des siècles maintenant, le raconte et nous y entraîne, nous y exerce. Problème, plus personne ne lit. Et plus personne ne lit cette littérature-là. Et quand ils la lisent, plus personne ne la comprend, ou en tout cas n'amène les valeurs et les situations transcrites dans cette littérature-là pour éclairer la réalité. Donc, ces outils précieux qu'on a ne sont plus utilisés. Et du coup, on n'est pas préparé à ces situations-là. La littérature a toujours su explorer ce monde amoureux qui est complètement fou, où tout peut arriver et où les sentiments se déclarent pour les êtres les plus improbables, entre les êtres les plus improbables, et qui a toujours su montrer que tout ça était complètement hors de l'éthique. Les sentiments n'ont cure de la morale et de l'éthique. L'éthique et la morale, c'est sociétal, c'est la société, et ça marche du coup pour les choses concrètes de la société, le mariage, le couple, etc. Mais encore une fois, les sentiments, l'attirance, ça c'est irrationnel. C'est comme l'orientation sexuelle. Ça n'en fait qu'à sa tête. Et donc, la littérature nous met pourtant en garde et met très bien cela en scène et avec tellement de beauté sur la façon dont on peut tomber amoureux de n'importe qui, même de n'importe quoi, de n'importe quel objet. L'objet peut même être un objet inanimé, une morte, une célébrité lointaine, une prostituée complètement immorale, une prostituée au contraire au grand cœur, Splendeur et misère des courtisanes, Esther, Marguerite dans La Dame aux camélias, etc. Et ça, c'est le monde du sentiment, qui ne requiert aucune légitimité extérieure, qui n'en a rien à foutre de tout ça, et qu'il faut savoir reconnaître pour ce qu'il est et uniquement ce qu'il est. Le monde de la relation, c'est le monde de la réalité, et là, on entre dans autre chose. Tous ces exemples que je décline à l'infini, je les cite souvent, et j'insiste sur eux à chaque fois, et sur la nécessité finalement de lire, pour montrer à quel point il est bénéfique, voire nécessaire pour l'ouverture d'esprit, surtout en matière de sentiments, de passion, d'irrationalité, de lire. Je reconnais facilement les gens qui n'ont pas assez lu, qui n'ont pas de référence littéraire à leur étroitesse d'esprit et à leur simplisme en matière de relations humaines. C'est eux qui vont passer leur temps à tout trouver choquant, à tout trouver toxique, à tout trouver anormal. Alors pour eux, tout doit être bien rangé. On est censé tomber amoureux de quelqu'un qui a maximum plus 5 ans que nous ou moins 5 ans que nous, et encore là je suis large, de quelqu'un qui est du même milieu socio-professionnel que nous, de quelqu'un avec qui on a des points communs, un projet de vie commun, que des choses en commun, bref, on est compatibles. Alors je confirme, ça dans une optique de vie quotidienne, de couple, c'est très efficace. C'est la garantie que ça risque plutôt de bien se passer, peut-être de limiter les conflits. Mais là, on n'est plus dans le terrain du sentiment, on est dans le terrain de la vie de couple quotidienne, d'un partenariat, d'une collaboration. Alors forcément, il vaut mieux coopérer avec quelqu'un avec qui on a les mêmes valeurs. Mais le monde de l'amour-passion n'est pas le monde de la similitude et de la ressemblance. Le monde de l'amour-passion est davantage le monde de l'altérité. L'amour-passion est très excité et attiré par ce qui ne lui ressemble pas, par ce qui est différent, par l'exotisme. Le monde de l'amour-passion s'en fiche de ce que l'autre va pouvoir lui apporter en termes d'argent, de statut social, de confort quotidien, etc. L'amour-passion ne jure que par une attirance irrésistible qui vient du fond du corps, du cœur et des tripes. Le monde de l'art, et particulièrement celui de la fiction, et dans la fiction particulièrement celui de la littérature, qui a beaucoup plus encore de liberté et d'ouverture d'esprit que celui du cinéma, est là pour nous apprendre tout cela, nous initier à tout cela, à la complexité du monde et de l'être humain. Et c'est pour ça que j'hallucine toujours quand je constate que des personnes qui ont fait un parcours de l'être affichent cette étroitesse d'esprit. Je me dis, il y a un problème avec les œuvres auxquelles on est confronté, avec cette chance inouïe de côtoyer des textes de ce genre. Comment on peut sortir de cet enseignement en étant toujours aussi borné, terre à terre, étroit d'esprit, et en n'ayant pas compris toute la complexité de l'être humain et du monde, alors que ces textes ne parlent que de ça et nous exposent à ça. J'ai toujours envie de dire à ces gens, il faut sortir le dimanche. Mais ils sont sortis le dimanche, qu'ils sont allés en lettres. Ils sont censés avoir été aux premières loges, là, en masterclass dans ce domaine. Et pourtant, on voit sortir en masse des filles qui ne jurent que par la toxicité, qui voient le mal et le malsain et l'immoral partout, qui se choquent d'un rien, des vraies oies blanches. Comment une telle chose est possible quand on a côtoyé Laclos, quand on a côtoyé Sade, quand on a côtoyé Baudelaire, quand on a côtoyé les décadents comme Wilde, comme Villy-l'Isle-Adam, comme Aurevilly. Comment c'est possible? Il faut vraiment n'avoir rien retenu de l'enseignement en question. Il faut vraiment n'y avoir pas
adhéré, ne pas avoir été sincèrement intéressé et touché par ce qui s'y disait, juste être venu faire son plein de connaissances très factuelles pour devenir une honnête petite enseignante et recracher son cours scolairement pour travailler au service de l'éducation nationale, mais n'en avoir rien retenu sur un plan humain en profondeur et philosophique. L'humain, les relations humaines, l'amour, la sexualité, c'est compliqué. Et c'est en partie rationnel, on peut toujours réfléchir dessus, le rationaliser, mais ça a ses limites. Ce n'est pas rationnel, ça ne fonctionne pas comme ça. On est dans un monde où 2 et 2 ne font jamais 4. Et donc il est important de connaître ce monde pour se familiariser avec cette idée, et ne pas en attendre de la logique, et être ouvert d'esprit, et être préparé à tous les scénarios, à toutes les choses les plus improbables, et ne pas tomber des nues quand quelque chose d'un petit peu improbable, immoral, d'illogique arrive. Parce que ce monde des sentiments et de la passion est illogique et est immoral. Il n'a cure de l'éthique. Les sentiments s'en fichent de l'éthique. Si vous devez tomber amoureux de votre belle-sœur, voire de votre sœur, dans des cas incestueux, ou alors d'une personne qu'il ne faut pas ou qui n'a rien à voir avec vous, cela arrivera. C'est la relation qui vous fait entrer vraiment de plein pied dans l'immoralité et qui vous fait rendre des comptes à la société. Parce que là, effectivement, vous avez un souci sociétal dans la réalité. Mais les sentiments, eux, c'est votre secret et ils font ce qu'ils veulent et ils s'en fichent. Ah, et qu'on vienne pas me faire un procès en quichotisme ou en bovarisme, en venant me dire oui, mais ça c'est de la fiction, c'est de la littérature, là tu confonds tout, la réalité c'est différent, etc. Non, non, là, la littérature, c'est la dimension où elle peut dire la vérité. En fait, la littérature dit beaucoup la vérité. Elle peut passer par la fiction pour ça. Mais là, les romans dont je parle sont des romans à caractère souvent réaliste. On n'est pas dans de la SF, là, c'est pas de la fantasy, c'est pas tout ça. Ce sont des auteurs qui ont plutôt pris un parti réaliste. Ils mettent en scène des gens qui sont situés dans une société, dans un temps où il y a vraiment un effort de vraisemblance. Et les choses qui sont décrites, je peux vous dire que souvent, elles sont très autobiographiques. Elles ont été vécues. De toute façon, on ne peut pas écrire quelque chose qu'on ne conçoit pas. On ne peut pas créer quelque chose qu'on ne conçoit pas. Les auteurs ne peuvent parler que de ce qu'ils conçoivent et ressentent. C'est impossible de sortir de soi-même et de sa subjectivité. Donc s'ils ont écrit ça, c'est que déjà ils le conçoivent et qu'ils ont pu le ressentir. Je peux vous le confirmer. Moi qui ai lu, et pour ceux qui ont lu, les correspondances d'écrivains, leurs lettres, leurs autobiographies, leurs journaux intimes, vraiment on en est dans l'intimité, dans le réel. Et parfois leurs histoires sont encore plus dingues que ce qu'ils ont raconté. On est vraiment dans ce genre de propos, de lettres, lisez leurs lettres, etc. Ces choses-là ont existé, ont été vécues. Donc je ne laisserai personne s'en sortir facilement en disant « Oh mais c'est que de la fiction, c'est imaginaire, donc ça ne nous concerne pas, c'est juste comme ça. » Non, 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 c'est trop facile. Alors là par contre, où c'est peut-être vrai, et là ça pose encore une fois un autre problème, c'est que peut-être que les sentiments qui ont été décrits là et qui ont été vécus là sont des sentiments qui sont voués à être vécus spécifiquement, voire uniquement, par des personnalités du type de celles qui écrivent des livres, donc les artistes, les intellectuels, des gens de ce genre-là. En fait, les gens qui sont portés à avoir ce genre de sentiments vont avoir tendance à être des artistes et donc éventuellement à peindre, à faire de la musique, à écrire, d'où les œuvres littéraires qu'on a et d'où leur point de vue qui reste, parce qu'évidemment, ce sont leurs œuvres qui restent à travers le temps. Donc c'est eux, c'est leur point de vue qui reste gravé dans le marbre, qui reste écrit dans le papier. Alors qu'ils ont peut-être un point de vue marginal, différent, à part, qui est très peu partagé par la masse, par les gens ordinaires, parce que voilà, eux, ils sont un petit peu en décalage. En fait, l'histoire est racontée par les vainqueurs, et donc ça voudrait dire que le discours amoureux, l'histoire du discours amoureux est racontée par les vainqueurs dans la réalité, et les vainqueurs, ce sont les gens pragmatiques, réalistes, terre à terre, et donc on aboutit au discours sur la légitimité qu'on est en train de commenter. Et puis dans le monde de la fiction, de l'art, eh bien, les vainqueurs, ceux qui racontent l'histoire, eh bien, c'est les artistes, c'est les intellectuels, et ces gens-là sont particulièrement portés à l'amour-passion, et donc forcément, on a un décalage comme ça entre un discours dominant de l'amour-passion dans le monde de l'art, de la fiction, de la littérature, de la philosophie, etc. Et on a un discours dominant dans la réalité, très terre-à-terre, très pragmatique, autour de la légitimité du sentiment, autour d'un monde pas du tout artiste. Et peut-être que c'est peut-être ce décalage-là qui crée tout le malentendu qu'on est en train de décrire ici. Partant de cette idée, qui là, en la racontant, du coup, me semble tout à fait juste et à creuser, dans ce cas, il n'y a aucune raison d'aller jusqu'à nier, jusqu'à disqualifier les sentiments décrits en littérature par les écrivains, et donc la définition de l'amour-passion. Ce n'est pas parce qu'elle est inconcevable à une partie de la population, voire à une majeure partie de la population, qu'elle ne sera jamais expérimentée par beaucoup de personnes, et que ce n'est pas le mode qui domine dans la réalité, le discours qui l'a emporté, que cela n'existe pas. Ça a existé. Ce n'est pas que de la fiction. Si ça a été décrit, c'est que ça a été vécu et conçu. Et d'ailleurs, on peut d'autant plus le vérifier que certaines personnes arrivent à s'identifier à cela. Moi, je répète souvent qu'une des raisons pour lesquelles je lis, et pour lesquelles j'aime autant la littérature, c'est que quand je lis la littérature, en particulier évidemment les auteurs que j'aime, les époques que j'aime, j'ai cette sensation
délicieuse, incroyable, réconfortante, que le monde tourne enfin à l'endroit. Il y a cette sensation incroyable, dans la réalité, j'ai toujours l'impression de nager à contre-courant, d'être à côté de la plaque, de passer pour l'imbécile, pour le fou, pour l'idéaliste, etc. Vraiment, il y a une sensation comme ça d'être complètement hors jeu, hors sol. C'est très désagréable. L'impression qu'on est un étranger, qu'on marche sur la tête, voilà, etc. Quand j'ouvre un livre, c'est la plupart du temps, quand j'ouvre les œuvres que j'aime ou que je vais aimer, il se passe ce moment magique où soudain, tout se renverse, tout se retourne et la Terre a l'air enfin de tourner dans le bon sens pour moi. Enfin, les choses vont dans mon sens. Enfin, les gens pensent comme moi. Les gens agissent à ma façon, comme j'agirais. Les gens ressentent de la façon dont je ressens. Il y a des mots qui décrivent exactement ce que j'ai en tête, ce que je ressens, des choses que j'ai pensées moi-même ou que j'ai écrites moi-même. C'est juste incroyable. Soudain, tout prend sens. Soudain, c'est comme revenir à la maison, découvrir où c'est chez soi. Et c'est une sensation délicieuse. Enfin, d'accord, je suis pas fou. Ah, d'accord, j'ai pas rêvé. Ah, ce sentiment existe. Ah, je suis pas le seul à penser ça. Ah, je suis pas le seul à sentir ça. Ah, voilà une façon d'agir qui me parle. D'accord, on est d'accord, c'est ça qu'il faut faire. Tout d'un coup, tout ce qui est dans la réalité me semble complètement différent de moi, complètement décalé, qui me fait passer pour un marginal, un gars complètement déconnecté. Tout d'un coup, ça prend sens. Et on amalgame souvent ça à l'époque. Souvent, on me dit, ah, mais toi, t'es pas de cette époque-là. Moi, je crois que c'est pas une question d'époque, parce que les personnes que je lis, les écrivains que je lis, n'arrêtent pas de se plaindre de leur époque, n'arrêtent pas de dire que l'époque est médiocre, n'arrêtent pas de dire que l'époque les comprend pas, n'arrêtent pas de dire que l'époque leur dit qu'ils sont d'une autre époque. Donc, à la fin, on n'en finit plus. Ce n'est pas une question d'époque. C'est une question de décalage psychologique. C'est une question de mentalité, de sensibilité. Il serait en décalage à n'importe quelle époque, puisque c'est pas une question d'être né à la mauvaise époque, c'est une question d'être un artiste, etc. Et tout, c'est des questions c'est des façons d'être, c'est des tempéraments, c'est des personnalités. Il est là le problème. Ce qui est très intéressant, c'est le renversement de valeurs. Les valeurs qui triomphent dans la réalité, les valeurs, justement, les fameuses valeurs bourgeoises, hein, les valeurs un peu conformistes, etc., terre à terre, prosaïques, sont complètement mises à mal et laminées en littérature. C'est la grande vengeance, c'est la grande revanche. Et inversement, toutes ces personnes qui sont un peu les victimes, qui sont les malmenés, qui sont les marginaux dans la réalité, eh bien c'est eux les héros dans la littérature. C'est d'eux qu'on fait les héros. Bon, stop, temps mort. On va s'arrêter là sur le sujet parce que là, on n'en finira plus sinon. On entre dans des terrains extrêmement complexes, extrêmement vastes, dont on n'aura jamais fait le tour et dont on n'a encore jamais fait le tour en littérature et sciences humaines, malgré les brillantes et courageuses tentatives de tellement d'auteurs. Ce n'est pas aujourd'hui que nous réglerons la question de l'amour et de sa définition, de ce qu'est l'amour, de ce que n'est pas l'amour. Voilà, donc il ne s'agit pas ici aujourd'hui de résoudre ça, on ne le résoudra pas. Il s'agit juste à la base de réagir à la lettre, de donner un avis dessus, en éclairant avec quelques exemples voilà, de textes, etc. On est dans une immense lacune lexicale, enfin de vocabulaire au sujet de l'amour. Il y a un énorme flou terminologique. Il y a plein de termes en fait. L'amour veut tout dire, trop dire de choses à la fois. Et en fait, à la fin, on ne s'y retrouve plus dans toutes les nuances d'amour que l'on peut imaginer. Encore une fois, l'amour amical, l'amour familial, l'amour romantique. Quelle forme d'amour romantique? Il y avait la terminologie de Stendhal, hein, qui restait assez célèbre, hein, donc l'amour-passion en tête, mais l'amour-goût, ce qu'il appelait l'amour-goût, l'amour-vanité, l'amour physique. Et puis, ben, il y a tous ces termes, hein, attachement, estime, affection, infatuation, obsession, désir. Voilà, on joue un petit peu sur les mots et on se perd un peu dans tous ces mots-là. Et il y en a à la fois beaucoup trop et en même temps pas assez. Il y a un gros ménage à faire dans ce domaine. Il y a beaucoup de travail à faire pour y voir un peu plus clair, pour mettre les choses un petit peu en ordre, pour rétablir un petit peu de nuances et en même temps quelques vérités basiques sur ce sentiment. Il y a évidemment une littérature énorme sur le sujet. Rien que dans ce qu'il y a de plus connu dans la littérature européenne occidentale sur le sujet, on part bien sûr hein, donc de Platon, le banquet, le symposium et Phèdre que j'ai évoqué précédemment, mais il y a aussi bien sûr l'art d'aimer d'Ovide, il y a le De Amore, hein, le De l'amour d'André Chaplin, qui est un grand traité de l'amour du Moyen Âge. Il y a ce qui a été écrit dans l'ensemble de la littérature courtoise hein, du Moyen Âge, dont le roman de la Rose, de Guillaume de Loris et de Jean Demain. Il y a bien sûr le De l'amour de Stendhal de 1822. Il y a les écrits de Freud du début du XXe siècle. Il y a un essai de littérature qui est très connu et très respecté dans le monde des lettres modernes, qui est L'amour et l'Occident de Denis de Rougemont, qui est à la base une thèse sur le mythe de Tristan et Iseult, mais en fait qui fait le point sur l'histoire de l'amour-passion en Europe.
Il y a les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, que j'évoquais aussi précédemment. Et il y a par exemple les travaux plus récents du sociologue Francesco Albeloni, qui a écrit voilà, des essais comme L'Innamoramento ou alors Je t'aime, au sujet de l'amour-passion, et aussi bien sûr sur l'amitié, sur l'érotisme. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de textes un peu comme ça fondateurs qui jalonnent en fait les siècles sur le sujet. Tout ça, j'en ai lu une partie, et le reste est en cours de lecture, ou va être lu très bientôt, donc c'est une bibliographie que je maîtrise, que je connais, dans laquelle je baigne depuis longtemps. Moi, De l'amour de Stendhal, je l'avais dans ma poche au lycée, hein. C'était mon livre de chevet durant tout mon lycée, et j'ai toujours gardé un attachement à ce livre. Euh, le reste des livres, Ovide, Platon, tout ça aussi je connais bien. Il y a des choses que j'ai découvert plus récemment, comme Barthes. Mais voilà, c'est des choses que je connais, que je suis encore en train de lire et d'étudier. Je regarde aussi beaucoup ce qui se fait aujourd'hui, j'observe ce qui se passe, je regarde des vidéos hein, sur Internet de coachs séduction, de spécialistes plus ou moins autoproclamés de l'amour. Ça me permet aussi de voir le discours d'aujourd'hui en fait, hein, d'observer quel est le discours d'aujourd'hui sur l'amour, sur les relations amoureuses, sur ce que c'est que la séduction, sur ce que c'est qu'être amoureux, ne pas être amoureux. Hein. Ces gens-là ont leur avis sur la question, ils disent tous la même chose au passage. Hein, vous voyez, hein, ils se tirent tous un peu dans les pattes, mais ils disent tous la même chose. Donc c'est quand même assez révélateur. En plus, ils n'ont pas forcément lu les ouvrages que je cite, hein, parce que ça c'est vraiment des ouvrages très littéraires, très philosophiques. Eux, ils lisent plutôt du développement personnel, etc. Donc ils viennent d'autres branches. Mais ils ont un discours assez semblable. Et finalement, ce discours, c'est parce que c'est le discours plus d'une époque qu'autre chose. Ils sont typiquement de leur époque, ils représentent bien l'état d'esprit de l'époque. Et donc, à cette époque-là, il faut aussi bien connaître son discours, en prendre acte, et il participe à la discussion. Et c'est à ce discours-là, moi, que je voudrais répondre. Et là, finalement, auquel je réponds avec cette histoire de lettres toxiques, qui est un échantillon, un exemple du discours qui est tenu aujourd'hui, en particulier par toute une génération et un pan de génération très sensible sur ces questions de toxicité, de sentiments négatifs, etc. Donc voilà, encore une fois, c'est pas aujourd'hui dans cette vidéo et dans n'importe quelle vidéo de toute façon qu'on va régler ça. Clairement, on est dans un sujet si complexe, si vaste que seule la littérature et la philosophie peuvent régler ça. Et encore, en admettant qu'elles puissent le régler vraiment. En tout cas, seule la littérature et la philosophie sont en mesure de proposer en fait les nuances nécessaires, d'entrer dans les détails suffisants au sujet de tout ça. Ça relève de la littérature et de la philosophie, surtout pas de vidéo. Même la vidéo la mieux faite, la plus complète, ne pourra pas résoudre la question de l'amour. Je vous dis, même un livre ne le pourra pas. Mais au moins, un livre, c'est le bon support. C'est la philo et la littérature qui doivent régler la question, en tout cas débattre, continuer le débat autour des notions d'amour, ce qu'est l'amour, ce que n'est pas l'amour.